Bon, vous le savez, ma marque de cœur est, et je pense le restera, Kawasaki. Mais mon affection pour cette marque va beaucoup plus loin que ses motos. Si je l'apprécie, c'est pour tout ce qu'elle représente, les domaines dans lesquels elle intervient, et bien évidemment, pour son histoire. Je vous souhaite donc la bienvenue dans Histoire de moto. Bon, déjà on va remonter loin, donc installez-vous confortablement, j'en ai des choses à vous dire. Parce qu'avant de devenir le Kawasaki Heavy Industries qu'on connaît aujourd'hui, il s'en est passé des choses. L'histoire de la marque débute en 1878. J'avais prévenu qu'on allait remonter loin. Un petit chantier naval du nom de Kawasaki Tsukiji Shipyard est fondé par 7 hommes. Shozo Kawasaki. Le flot de cet homme est incroyable. Il a une stratégie simple. La copie. Enfin, pas exactement. Il part du principe que les navires occidentaux sont très bons. Donc pourquoi aller chercher ailleurs ? Il décide donc de se baser sur les mêmes standards pour produire ses propres bateaux. Cette stratégie semble bonne au premier abord puisque le gouvernement japonais commence à s'intéresser à lui. Mais les débuts sont tout de même difficiles pour la société. Heureusement, une première commande arrive enfin. Le Okaimaru. Okaimaru ? Ouais, ça doit être comme ça qu'on dit. Un modeste bateau, certes, mais Shozo décide d'inviter le gouvernement et des milliers de dirigeants d'entreprises pour la mise à l'eau de celui-ci. Après un déménagement à Kobe par manque de place, Shozo décide de renommer la société Kawasaki Dockyard. En 1894, la guerre sino-japonaise éclate, et bien évidemment, la demande de navires grandit. Croulant sous les commandes, Shozo décide d'ouvrir le capital de son entreprise. Il change encore le nom de son entreprise, et nomme Matsukata Kojiro comme président et successeur de la société. Juste pour dire que Shozo savait ce qu'il faisait. Cet homme était vice-ministre des Finances au moment de sa nomination à la tête de la société et il avait été secrétaire du premier ministre japonais. Le mec connaissait son taf quoi. La société continue de grandir et fonctionne vraiment bien. Pour vous dire, les seuls freins que la société rencontre à l'époque sont un manque de 1. Matériaux de qualité, 2. Pièces, 3. Outils. Et puis en 1907, le mec en a marre de faire que des bateaux. Il ouvre alors donc une usine pour produire des trains, qui sont au final plus performants que les modèles provenant de l'étranger. Non mais vraiment, c'est un boss le mec en fait. La même année, il fait l'acquisition d'une usine de production de tôle et de moulage en acier. Et c'est là que c'est parti en sucette. L'entreprise prend les commandes de grands projets du génie civil tels que des ponts, elle se met à fabriquer des moteurs diesel dérivés de moteurs allemands, elle fabrique des turbines à vapeur, et se lance dans l'aéronautique seulement 15 ans après le premier avion des frères Wright. La fin de la Première Guerre mondiale fait très mal à la société concernant la production nautique. Et le traité naval de Washington de 1921 visant à réduire la production navale des 5 plus grosses puissances mondiales ne fait qu'enfoncer le clou pour Kawasaki. Ils renforcent alors leur production dans les autres domaines, notamment dans l'aéronautique. Et c'est en 1922 que leur premier avion sort des usines. Le type Otsu 1. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la société Kawasaki Aircraft Company, fondée en 1937, sera un des principaux fournisseurs d'avions pour l'armée japonaise. Mais l'après-guerre plombe totalement la marque avec une perte d'environ 1,7 milliard de yens, ce qui fait environ 14 millions d'euros. De plus, les Américains s'attellent au démantèlement de ce qu'on appelle les Zaibatsu. Ce sont en fait des gros groupes constitués d'un grand nombre d'entreprises, et Kawasaki est l'une d'elles. À l'heure actuelle, on appelle ça des keiretsu. C'est cadeau, vous pourrez le ressortir en soirée comme ça. Et on arrive enfin à la date qui va vous intéresser. 1952. Début de la production des motos du groupe Kawasaki. Juste avant de revenir là-dessus, c'est en 1969 qu'a été créé Kawasaki Heavy Industries, que l'on connaît aujourd'hui. Et à cause du choc pétrolier de 1973, la production navale de la marque est au plus bas. Et on peut vraiment dire que c'est grâce aux motos que la société a survécu jusqu'à aujourd'hui. Revenons donc en 1952. La société commence à travailler sur la motorisation et sort le premier moteur, le KE1, un moteur de motocyclette. Un monocylindre 4 temps refroidi par air de 148 cm3. Et il développe une puissance de, accrochez-vous bien, 4 chevaux. La société dévoile sa première moto entièrement construite par Kawasaki, mais sous le nom de la société Meihatsu, qui est une filiale de Kawasaki. Le modèle est la Meihatsu 125-500 équipée du moteur KB5. En 1956 sort le modèle 125 Deluxe. Celui-ci peut atteindre une vitesse de 81,5 km/h, ce qui est un record dans sa catégorie. Un essai montrera également son endurance exceptionnelle en roulant 50 000 km sans aucune panne. En 1957 commence la production d'une version améliorée du KB5, le KB5A. Pourquoi je vous parle de ce moteur ? C'est parce que c'est le premier moteur où sera apposé le logo Kawasaki. Kawasaki continue de produire différents modèles, mais rien d'exceptionnel au point de renverser le monde de la moto. Jusqu'en 1969, avec la sortie de la Mach 3 H1.
première moto japonaise à 3 cylindres en ligne de 500 cm3 développant une puissance de 60 chevaux. Preuve que cette première version était exceptionnelle, 6 modèles seront engagés au bol d'or et une gagnera dans sa catégorie. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée sur cette moto tellement elle est importante dans l'histoire de la marque. Fort de ce succès, Kawasaki sortira en 71 la fameuse H2 Mach 4 750. 74 chevaux, 210 km/h de vitesse max, mais une tenue de route exécrable. Elle sera bien évidemment mise dans la catégorie des faiseuses de veuves. Malheureusement, sa consommation excessive et la crise pétrolière de l'époque auront raison d'elle. En 1972, Kawasaki révèle un nouveau modèle, mais un 4 cylindres cette fois. Nom de code, Beefsteak de New York. Me demandez pas pourquoi, mais sous ce nom se cache en fait la fameuse Z1 900. En fait, c'est l'ancêtre de ma Z900, l'archétype de la moto routière par excellence. Elle surpasse toutes ses concurrentes avec ses 82 chevaux et sa vitesse max de 212 km/h. En 1974, je pense que les ingénieurs s'emmerdaient un peu. Ils se sont dit, tiens, faire des trucs qui roulent, c'est chiant, on va essayer de faire des trucs qui vont sur l'eau. Mais pas des bateaux parce qu'on a déjà fait, donc ils ont inventé les jet skis. À pas confondre avec les Sea-Doo, hein. C'est pas pareil. Le début des années 80 est marqué par les très nombreuses victoires de Kawasaki dans le très récent championnat AMA Superbike par les deux pilotes américains Eddie Lawson et Wayne Rainey grâce à la Z1000R, 4 cylindres, 998 cm3 et 120 chevaux. 1984, date qui marquera la suite du développement des motos chez Kawasaki avec la GPZ 900R. Elle sera mise en avant grâce au bon goût d'un jeune acteur américain, Tom Cruise, qui imposera au producteur de la conduire dans le film Top Gun. Forcément, ça allait donner envie à plein de gens d'acheter cette moto pour pouvoir rouler avec elle au coucher du soleil et ensuite embrasser une belle blonde. Mais plus important encore, cette moto sera la première à faire partie d'une catégorie très spécifique de motos chez Kawasaki, les Ninja. Et puis parce que chez Kawa c'est des rebelles, ils font le choix de la couleur lime green. 10% de bleu, 90% de jaune. Voilà le mélange. Faut savoir quand même que le vert à l'époque, de façon générale, est considéré comme portant malheur sur les circuits. En gros, ils sont arrivés. Ils ont regardé tout le monde. Ils ont dit, vos superstitions, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut vous montrer, c'est la qualité et la performance. Jusque dans les années 90, Kawasaki continuera son ascension et ce dans tous les domaines, avec de très bonnes motos telles que la KLR, la GPZ 1000RX, la ZL 900 Eliminator ou encore la GTR 1000. Bon, ils ont aussi accepté de travailler sur ce genre de projet. Dans le but de participer au nouveau championnat mondial de Superbike, Kawasaki développe dès les années 90 une nouvelle gamme, les ZXR. Et c'est en 1993 que Kawasaki remportera son premier titre en WSBK. Puis Kawasaki continuera le développement de ces modèles emblématiques que l'on connaît tous, comme la ZX12R, la Z1000, la Z750, la ZX6R, le R6N, la ZZR 1400, la Vulcan, les KX et KL. Puis on arrive dans les années 2000 avec la Versys, la nouvelle Z1000, la Z800. Et enfin, on arrive en 2015. Je pense qu'à ce stade, en 2015, la marque s'est dit « On a des compétences dans tous les domaines, pourquoi on les mettrait pas en commun pour faire un truc de fou ?» Et bah c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la meilleure moto des années 70 comme référence et en ont gardé le nom. Design d'une autre galaxie, moteur suralimenté avec un turbo, des chiffres qui dépassent l'entendement. Je veux bien évidemment parler de la Kawasaki H2. « 215 chevaux, 300 km/h, des technologies provenant de l'aéronautique, une boîte de vitesse issue de la Formule 1. Enfin bref, un concentré de technologie et d'années d'expérience dans une seule et même moto. Mais là, Kawasaki se sont dit « Non, c'est pas encore assez ». Donc ils ont sorti la H2R. En fait, je sais pas s'ils ont voulu faire une moto ou un vaisseau spatial. 326 chevaux, un 0 à 100 en 3 secondes 1, un 0 à 200 en 6 secondes 5. Aucune voiture au monde capable de la battre en accélération. Même un jet au décollage est plus lent.
Et enfin, l'apothéose pour cette moto, un record de vitesse à 400 km/h. Voilà, je vois pas ce qu'on peut dire de plus sur cette moto. Ah si, vous savez ce logo rond qu'on voit à l'avant sur la H2 ? Je pense que beaucoup l'avaient remarqué, mais peu de gens savent exactement ce que c'est. Eh bien en fait, ce logo a été réalisé en 1875 par ce cher Shozo Kawasaki, dont on avait parlé au début. Il l'a créé en s'inspirant d'une mythique créature japonaise et l'appliquait sur ses bateaux. Probablement pour les protéger des tempêtes. Même si aujourd'hui la branche moto ne représente que 20% du chiffre d'affaires de Kawasaki Heavy Industries, c'est le talent et l'ambition d'un homme qui voulait toujours dépasser les limites du possible qui ont permis à la société d'être aujourd'hui une référence dans de nombreux domaines. Si vous désirez avoir un peu plus d'informations sur la marque, je vous conseille cet excellent livre Kawasaki l'histoire de Giovanni Iodice qui, je pense, m'a permis de pas dire trop de conneries dans cette vidéo. C'est une vraie bible et je vous le conseille vraiment si vous voulez en apprendre un peu plus. En tout cas, je vais finir la vidéo sur la même citation que ce livre. Pour devenir réalité, les rêves doivent être contagieux. Allez, ciao.